Voilà, j'ai mon approbation. Alors, bonjour à tous. Donc, on peut débuter, vous m'entendez bien. Je me présente, je suis Geneviève Godbout, je suis responsable de programme au Fonds de recherche Société et Culture. Et donc, je suis en charge de l'animation de cette rencontre aujourd'hui. Je suis accompagnée de ma collègue Audrey Asselin, qui est technicienne au FRQSC et qui est responsable de l'organisation de cette rencontre et de son opérationnalisation sur la plateforme Zoom. Donc, j'en profite évidemment pour la remercier. Tout un travail de manipuler cette nouvelle technologie pour nous. Alors, c'est un réel plaisir de vous accueillir à l'occasion de cette activité de transfert des connaissances. Je vous souhaite la bienvenue au nom du FRQSC et au nom de ses partenaires à ce programme thématique des actions concertées. En effet, le fonds de recherche, en fait, les fonds de recherche du Québec se sont associés à plusieurs partenaires en 2013 pour mettre en place une action concertée de recherche ayant pour thème le vieillissement de la population au Québec et ses enjeux socio-économiques et de santé. Donc, aspirant à stimuler et soutenir le développement de connaissances entourant ce défi majeur. Donc, en plus des trois FRQ, c'est-à-dire le Fonds santé, le Fonds nature technologie, bien entendu, le Fonds société et culture, les partenaires à ce programme, le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, le ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale, le ministère de la Famille, le ministère de la Santé et des Services sociaux, le ministère des Transports du Québec, le curateur public du Québec, l'Office des personnes handicapées du Québec, la Société d'habitation du Québec, sans oublier la collaboration de l'Institut de la statistique du Québec. Donc, le FRQSC tient à remercier ses partenaires gouvernementaux qui, en fait, depuis déjà 2002, reconnaissent l'importance de la recherche pour éclairer les décisions et les actions, tant pour leur ministère ou organisme que pour les organisations dans les milieux concernés. Alors, je me permets brièvement, peut-être pour les personnes moins familières avec la mission de notre organisme, le Fonds de recherche du Québec, celle-ci est notamment de promouvoir et d'aider financièrement le développement de la recherche dans les secteurs des sciences sociales et humaines, des arts et des lettres. Le Fonds met en place des dispositifs rigoureux afin d'octroyer des bourses et des subventions aux meilleures étudiantes et étudiants, chercheuses et chercheurs du Québec. En se tournant vers les fonds de recherche, nos partenaires s'assurent de la rigueur et de l'impartialité du processus d'attribution des subventions, de même que de la qualité scientifique des projets financés. Donc, dans le cadre du programme Action concertée, nous partons des besoins et préoccupations exprimés par les partenaires afin de résoudre ou de produire en fait plutôt des recherches directement en lien avec les besoins des organisations et des milieux concernés. Donc, les partenaires s'inscrivant dans ce programme des actions concertées adhèrent à deux principes centraux pour le fonds, soit la liberté académique et, euh, et l'accès public finalement aux résultats des projets financés. Donc, ainsi, au terme de chaque recherche menée dans ce contexte, le fait, les organismes partenaires orchestrent une activité de transfert pour favoriser l'appropriation des connaissances produites par les milieux utilisateurs. Ainsi, donc, à la suite d'un appel de proposition, en fait, c'était le troisième appel dans le contexte de ce programme thématique des actions concertées, qu'a été financé le projet Vieillir en ville moyenne ou en région métropolitaine, quel rôle pour l'aménagement urbain? Projet sous la responsabilité de Paula Negron-Pobletti de l'Université de Montréal, qui explore plus spécifiquement le potentiel de l'aménagement urbain pour permettre une expérience positive de vieillissement chez soi. Je me permets, avant de commencer, de peut-être faire un petit tour rapide. J'ai mentionné aux participants des éléments techniques là, reliés à Zoom. Donc, j'ai mentionné qu'on enregistrait la rencontre et qu'il est strictement interdit donc de faire un enregistrement maison de votre côté. Cet enregistrement est diffusé ensuite sur la chaîne YouTube du fonds. Également, bon, si vous avez besoin de voir un peu la présentation, vous savez que dans le haut de votre écran, vous pouvez choisir un type d'affichage donc à votre écran. Je suggère l'affichage galerie.
Donc, vos micros et vos caméras sont fermés. Donc, pour la période de questions, hein, vous savez qu'il est prévu à la fin de la présentation, une période de 10 à 15 minutes. Vous pouvez soumettre vos questions dans la section, dans le bas de votre écran, vous allez trouver la discussion conversée ou chat, selon le cas, et vous pouvez donc soumettre vos questions vers les panélistes. Pour l'occasion, ben, c'est ma collègue Nathalie Roy, qui est coordonnatrice donc, du programme Action Concerto FRQSC, qui a généreusement accepté d'agir à titre de modératrice aujourd'hui pour cette période de questions. Donc, elle relayera à Mme Negron et M. Laure les questions. Elle sera donc votre porte-voix pour cette occasion. Donc, je vous invite à garder en tête tout au long de la présentation les résultats qui vous interpellent ou qui correspondent aux besoins de votre milieu. Ou qui ont une résonance dans vos pratiques. Voilà. Alors, donc, nous accueillons aujourd'hui Mme Paula Negron-Pobleté, qui est professeure à l'École d'urbanisme et d'architecture de l'Université de Montréal, architecture de paysage de l'Université de Montréal. Paula Negron a une formation en architecture et en urbanisme. Elle est aussi chercheure au sein de plusieurs équipes de recherche, notamment l'équipe VIE, Vieillissement, Exclusion sociale, Solidarité. Et ses travaux de recherche abordent les enjeux associés aux impacts des formes et structures urbaines sur l'accessibilité spatiale et la mobilité. Et puis, depuis plusieurs années, en fait, elle s'intéresse aux relations entre les personnes âgées et leur milieu résidentiel et à la manière dont les attributs morpho-fonctionnels des milieux ont une incidence sur la mobilité quotidienne des aînés. Elle s'intéresse notamment aux défis auxquels devront faire face les petites municipalités et les territoires périphériques. Donc, avec Mme Negron, Monsieur Sébastien Lard est aussi avec nous, donc, qui est professeur à l'École d'urbanisme et d'architecture de paysage de l'Université de Montréal et qui est donc co-chercheur au projet de recherche présenté aujourd'hui. Monsieur Lard est directeur de l'Observatoire Ivanhoe Cambridge sur le développement urbain et immobilier. Ses enseignements et recherches portent sur les rapports entre la mobilité quotidienne, les choix résidentiels et les modes de vie, ainsi que sur les impacts des changements sociodémographiques comme le vieillissement et l'immigration, sur l'évolution des territoires, de l'habitat et des politiques d'aménagement et de logement. Donc, sans plus tarder, j'invite Mme Negron à partager son écran donc, et pour nous présenter Vieillir au Québec, quel rôle pour l'aménagement urbain? Bienvenue à vous. Merci. Je veux juste m'assurer que vous voyez bien la présentation. Sans plus tarder, merci à toutes les personnes qui assistent à la rencontre d'aujourd'hui. J'aimerais remercier chaleureusement le Fonds d'avoir organisé cette activité de transfert. Petit mot rapide concernant les objectifs globaux de l'action concertée. Il y avait l'idée de stimuler et soutenir le développement des connaissances entourant le vieillissement et notamment dans divers axes. Et il y avait l'axe 3 qui s'intéressait particulièrement à favoriser la mise en place d'environnements essentiels à un vieillissement en santé. Comme a été mentionné plus tôt, ce projet d'action concertée, c'est un projet qui a été possible grâce à la participation et l'implication de divers partenaires. Du côté de notre équipe de recherche, j'étais la chercheur responsable et avec mon collègue Sébastien Laure, on est tous deux à l'école d'urbanisme et d'architecture de paysage où on s'intéresse vraiment beaucoup aux questions d'aménagement et la mise en place de solutions pratiques. Hormis nos deux collaborateurs, Daniel Gill et Jan Kestens, on a eu dans cette action concertée plusieurs étudiants qui se sont impliqués, environ 14 étudiants qui étaient de niveau maîtrise, doctorat et de baccalauréat, mais aussi des stagiaires qui sont venus participer à cette action concertée. Donc, un petit plan rapide sur la présentation. On va faire d'abord un rappel global, rappel du contexte global et des objectifs de recherche avec quelques précisions méthodologiques.
Le gros de la présentation va permettre de vous présenter les principaux résultats concernant les enjeux du vieillissement sur place, les enjeux de mobilité et de transport, quelques mots sur les expériences résidentielles des aînés et des propositions pour aménager pour un vieillissement sur place. Nous finirons avec des pistes de recommandation et de recherche. Donc, comme vous le savez probablement, les projections de l'Institut de la statistique du Québec prévoient une importante décroissance marquée pour plusieurs MRC dans diverses régions du Québec, notamment le Bas-Saint-Laurent, la Gaspésie, les îles de la Madeleine, le Saguenay ou le nord de la Mauricie. Cette décroissance sera en partie liée à une migration des populations jeunes en dehors de ces espaces, mais aussi un vieillissement sur place de la population. Le vieillissement sur place aura des incidences, des défis très particuliers selon le territoire où il prend place. On a des milieux beaucoup plus ruraux où les aînés ont un fort sentiment d'appartenance, d'attachement à leur milieu de vie. Souvent, les aînés sont obligés de quitter ces régions rurales vers les grands centres, notamment pour rejoindre des espaces où ils auront un meilleur accès aux services de santé, notamment. Cette migration opère surtout lorsqu'il y a des déclins de l'état de santé qui ne leur permet plus de demeurer chez elles, et notamment en raison d'un manque de soutien à domicile ou de services de proximité. Nous avons aussi plusieurs villes moyennes qui constituent un endroit où il y a un important attrait des personnes âgées qui viennent des zones plus rurales. Les villes moyennes qui constituent souvent des têtes de MRC sont les espaces finalement qui vont recevoir ces personnes à la recherche de services de santé et de meilleure accessibilité. Nous avons aussi des territoires vieillissants dans les milieux métropolitains, notamment dans les milieux excentrés et de banlieue, où on observe une importante dépendance à l'automobile et des problèmes d'accessibilité au commerce et des services du quotidien. Donc, c'est dans ce contexte que nous avons démarré ce projet de recherche sur le vieillissement en ville moyenne ou au milieu métropolitain. On voulait savoir, au fait, quelles étaient ces expériences de vieillissement dans ces territoires distincts. Et nous avons débuté notre travail de recherche avec 6 régions administratives du nord du Saint-Laurent, ce que vous avez dans la carte de droite. Donc, l'Outaouais, les Laurentides, la Naudière, la région de Montréal, Laval et la Mauricie. Donc, quelques éléments théoriques et conceptuels qui ont guidé notre recherche. On se demandait c'était quoi les environnements favorables au vieillissement. Au fait, pour parler de faciliter un vieillissement actif, l'objectif c'est de créer ou d'intervenir sur des environnements qui vont créer les conditions qui donneront à la personne âgée la possibilité d'avoir une certaine maîtrise sur son environnement résidentiel. Cette maîtrise va permettre à la personne âgée de s'adapter suite à la perte de capacité normale qui surviennent finalement avec l'avancée en âge. Pour avoir cette maîtrise, la littérature envoie plusieurs éléments clés d'un environnement favorable aux aînés. Le plus souvent, on parlera d'accessibilité spatiale au commerce, services et soins de santé. Cette accessibilité, elle est parfois possible grâce à l'appui de la famille, mais qui n'est pas toujours présente. Cette accessibilité va être tributaire de la diversité commerciale qu'on va trouver dans cet espace et des conditions d'accessibilité, notamment à pied. La proximité à pied à des destinations bien spécifiques qui constituent des incitatifs à la mobilité des aînés sont aussi un élément clé. On parlera des magasins d'alimentation, donc des épiceries et des parcs. La disponibilité d'un réseau de transport collectif qui assure aux aînés des options de mobilité autres qu'en voiture, c'est évidemment un élément important. Mais il ne suffit pas d'avoir un réseau de transport, il faut aussi avoir des conditions d'accès à ce réseau qui sont intéressantes. On parlera de l'accessibilité aux véhicules, on parlera des routes, des horaires. Et finalement, des environnements
résidentiels qui sont sécuritaires et attrayants pour les aînés. Ce niveau de sécurité et le niveau d'attractivité est mesuré à une échelle beaucoup plus fine. La mobilité quotidienne, vue au sens large, constitue un élément clé du vieillissement en santé. Demeurer actif permet aux aînés de réaliser des activités sociales, contribue à leur qualité de vie. Les personnes vont participer à la communauté, ça va permettre la prévention des maladies. Donc, la mobilité, qu'elle soit active ou non, a des avantages physiques et psychologiques sur les aînés, notamment parce qu'elle leur permet d'avoir un sens de l'autonomie et de l'indépendance. La mobilité active est notamment valorisée par les personnes âgées et donc, dans ce sens, aménager des environnements qui favorisent l'accès de manière active à diverses destinations constitue un élément clé de la qualité urbaine. Ce qu'on appellerait l'accessibilité active, donc qui est en lien avec la possibilité finalement de se déplacer, de rejoindre des destinations intéressantes à pied, va être tributaire notamment de la localisation et de l'attraction des lieux d'intérêt, de la sécurité et l'attractivité des parcours de marche des aînés en fonction des capacités physiques des individus. Il faut comprendre que les capacités des personnes âgées vont varier énormément selon l'âge et parfois les barrières et les incitatifs à la marche et l'utilisation du transport actif vont compromettre finalement ce parcours à la marche. Donc, c'est dans le cadre de ces concepts que nous avons établi notre objectif de recherche qui était de déterminer dans quelle mesure différents types d'environnements urbains dans les 7 régions du Québec mentionnées plus tôt permettaient à l'individu vieillissant de favoriser l'expérience positive du vieillissement en fonction des différents modes de vie. Donc, pour ça, nous avons fonctionné en 3 étapes. Donc, la première, c'était d'identifier les environnements qui concentrent les personnes âgées. Ensuite, nous avons fait une caractérisation d'un point de vue plus morpho-fonctionnel des différentes concentrations d'aînés. Et ensuite, nous avons abordé la complexité des interventions requises qui seraient nécessaires pour aménager des environnements qui favoriseraient l'autonomie chez les personnes âgées. Nous avons abordé une méthodologie en 5 étapes. Nous avons d'abord réalisé une analyse globale des typologies résidentielles pour les régions d'analyse. Nous avons fait une analyse fine de l'accessibilité des territoires et de ses formes urbaines, une étude de marchabilité dans des lieux clés, notamment autour de résidences pour personnes âgées, mais autour des destinations importantes. Nous avons mené 11 focus groups avec des groupes d'aînés dans diverses municipalités et nous avons réalisé des rencontres avec les professionnels de certains nombres de villes et municipalités pour entrevoir quelles seraient les actions à entreprendre. Donc, comme vous pouvez voir, c'était quand même beaucoup d'activités réalisées dans le cadre de cette action concertée, donc on ne peut pas tout présenter, mais on va présenter les principaux résultats. Donc, nous avons construit une typologie de forme résidentielle à partir des données du recensement. Donc, nous avons intégré la période de construction des bâtiments, le type de logement, la densité de personnes, de logements, les modes d'occupation, l'état de détérioration des immeubles. Et nous avons divisé notre territoire en une typologie de 4 groupes. Donc, du côté gauche, on a les milieux de vie non métropolitains. Donc, tout ce qui est dans les tons de vert et bleu. Donc, on a les secteurs ruraux, les secteurs mixtes en zone rurale, les cœurs de village ou les secteurs de transformation et de villégiature. Les photos de droite vous montrent les milieux de vie métropolitains. Donc, c'est tout ce qui est dans la carte dans les tons de jaune, brun. Les secteurs pavillonnaires en jaune clair qui dominent évidemment une grande partie du territoire. Les secteurs mixtes avec appartements anciens, les secteurs mixtes avec copropriété et les tours d'habitation. Donc, en faisant cette typologie, nous avons été en mesure déjà d'identifier finalement certaines caractéristiques particulières de ces territoires. Nous avons ensuite analysé la mobilité résidentielle des personnes âgées dans les divers types de territoires
afin de comprendre quels étaient les territoires où il y avait plus ou moins de stabilité résidentielle. Donc, ce que vous avez ici dans le graphique, ce taux représente la proportion des personnes âgées du groupe d'âge parmi l'ensemble des personnes âgées qui ont déménagé dans le milieu. Donc, si la valeur est de 0, ça veut dire que personne a déménagé au cours des 5 dernières années. Si vous avez, à l'inverse, vous auriez un taux de 100%, ça voudrait dire que toutes les personnes qui sont là au recensement de 2011 n'étaient pas là il y a 5 ans. Donc, vous voyez que les secteurs pavillonnaires que vous avez ici au centre sont des secteurs qui montrent une certaine stabilité. À l'inverse, les secteurs de tours d'habitation, c'est des secteurs avec une forte mobilité, tout comme les cœurs de village. On constate aussi que les proportions d'aînés qui ont déménagé sont plus élevées chez les jeunes aînés, donc 65-69 ans, et chez les aînés beaucoup plus vieux, donc les personnes de 85 ans et plus. Ces personnes vont surtout déménager dans les secteurs d'habitat mixte, dans les zones rurales, les cœurs de village, les secteurs de transformation et de villégiature. Donc, qu'est-ce que ça nous dit? Ça veut dire que oui, il y a une certaine stabilité, les gens désirent vieillir dans leur communauté, mais il y a aussi une certaine mobilité résidentielle qui est observée dans les divers territoires. L'analyse de ces formes urbaines nous a permis aussi d'identifier des enjeux associés au vieillissement sur place dans certains milieux. Alors, on ne va pas tout déprenter, mais je vais vous présenter 3 qui sont quand même assez importants. Les secteurs pavillonnaires, puisqu'ils dominent. Donc, on voit que dans ces secteurs pavillonnaires, on trouve des personnes âgées beaucoup moins vulnérables, souvent en couple. C'est des personnes âgées plutôt jeunes, avec peu de limitations, mais aussi des personnes âgées qui vivent des changements dans la structure du ménage. Les densités sont faibles dans les secteurs pavillonnaires, mais les formes sont variables selon le milieu. Les enjeux dans ces secteurs concernent surtout la très forte dépendance à la voiture qu'on peut observer. Il y a des options résidentielles innovantes qui pourraient être mises en place pour faciliter la cohabitation avec un enfant ou une autre personne apparentée. Un autre secteur à retenir, ce sont les secteurs de tours d'habitation qu'on observe non seulement dans les milieux métropolitains, mais aussi dans certaines villes moyennes. Dans ces secteurs de tours d'habitation, on observe souvent des personnes âgées seules, des femmes, plusieurs avec des difficultés, limitations d'activité et qui viennent d'un secteur métropolitain. Les enjeux concernent surtout les conditions de marchabilité autour de la résidence, notamment en raison de la localisation géographique de ces espaces, et aussi la nécessité d'adapter à l'évolution des milieux d'insertion. Finalement, nous avons les secteurs mixtes avec des appartements anciens qui présentent des enjeux en lien avec le fait que ces secteurs ont été construits avant l'arrivée de l'automobile et donc c'est des bâtiments anciens avec souvent des besoins de réparation. L'accessibilité aux services de proximité reste variable, mais elle constitue aussi une opportunité d'adaptation aux besoins des aînés. Finalement, les cœurs de village, les villes moyennes, c'est des secteurs avec une attraction limitée, mais des types d'habitats qui sont importants. Il y a une très forte attraction pour les aînés ruraux qui désirent casser maison et qui veulent rejoindre des espaces beaucoup plus petits et plus proches des services. Donc, les cœurs de village constituent une bonne opportunité. Par contre, c'est aussi des secteurs qui vont attirer les personnes âgées plutôt pauvres, seules, avec une certaine vulnérabilité. Les enjeux pour les personnes qui vont vieillir dans ces espaces sont similaires à ceux qu'on observe dans les secteurs urbains. Par contre, c'est des secteurs où il y a moins de ressources municipales et la proximité aux services de santé n'est pas toujours assurée. Comme je vous ai dit tantôt, nous avons réalisé des groupes de discussion avec des personnes âgées afin de ressortir certains éléments liés aux conditions d'accessibilité dans ce territoire et finalement les conditions de mobilité. Donc, on a pu observer que les conditions d'accessibilité sont très différentes en région métropolitaine et en région métropolitaine. Ça, on le savait, mais on voulait savoir exactement c'était quoi les variations. Donc, dans les territoires métropolitains, les espaces d'action quotidien, donc l'espace où se déplacent les personnes âgées,
et discuter sans égard au centre, aux quartiers péricentraux ou aux banlieues rapprochées. C'est-à-dire, comme les gens le disent, on est près de tout à 5 minutes de service. Par contre, en dehors des régions métropolitaines, les espaces d'action quotidiens vont inclure la ville, le village, le hameau de résidence, mais même une ville moyenne à proximité. Comme par exemple, les personnes âgées qu'on avait interviewées à Shawinigan disaient bah, on se rend à Trois-Rivières au moins une fois par semaine. Ce qui veut dire que les distances sont beaucoup plus longues et les gens doivent utiliser la voiture. Le transport en commun est très peu utilisé en région métropolitaine, même si parfois les personnes peuvent compter sur des réseaux d'autobus. Les gens vont se déplacer en voiture et quand la voiture n'est plus disponible parce qu'elles ne conduisent pas, ils vont essayer de se faire reconduire ou elles vont essayer de faire des déplacements à pied lorsque la densité le permet. À l'extérieur des régions métropolitaines, le transport en commun est quasi inexistant ou trop difficile à concilier avec les programmes d'activité parce que le transport collectif est organisé pour les déplacements liés au travail. Sans surprise, la marche est considérée comme une activité qui marque le quotidien des aînés, c'est-à-dire elle fait partie des activités quotidiennes parce qu'elle leur permet d'assurer un mode de vie en santé. Une détérioration de l'état de santé va affecter la capacité des aînés à réaliser ces déplacements à pied et moins marcher va être perçu comme une perte. La situation est particulièrement difficile pour les personnes qui utilisent les aides à la marche, comme les déambulateurs ou les cannes, surtout dans les territoires de faible densité. La qualité des espaces de proximité est cruciale pour que les aînés puissent marcher. Et la qualité des espaces de proximité, donc l'analyse de la marchabilité et de l'analyse urbaine que nous avons réalisée, nous a permis en fait de distinguer les aînés en deux groupes, ceux qui ont la possibilité de marcher, de maintenir un mode actif et engagé parce que l'environnement fournit les ressources et les ambiances nécessaires. Et d'un autre côté, les aînés qui vont se remettre presque entièrement aux activités offertes au sein de leur résidence, quand ils habitent en résidence, ou à la volonté des familles et des aidants à les amener ailleurs pour finalement pouvoir faire des activités, des déplacements actifs dans des environnements plus intéressants. Les espaces pour marcher vont être très différents. Les espaces où les aînés marchent vont être très différents selon qu'on soit en région métropolitaine ou en dehors des régions métropolitaines. Les possibilités sont différentes, mais les attributs que cherchent les personnes au niveau des qualités urbaines sont très similaires. Donc, les personnes, qu'elles habitent en région métropolitaine ou non, elles veulent des destinations nombreuses, elles veulent que ces destinations soient accessibles, qu'elles soient accessibles parce qu'elles sont proches, qu'elles soient accessibles parce qu'il y a la présence de nombreux bancs qui leur permettent de faire des distances longues, la qualité des surfaces, la présence de bateaux de trottoir, le niveau des sols, etc. Les personnes vont chercher des espaces tranquilles, sécuritaires pour marcher, donc des espaces éclairés, des espaces où la cohabitation entre voitures, piétons, cyclistes, piétons ne pose pas de problème. Ils vont chercher la présence de végétation, donc ils vont être attirés par tout ce qui est espace vert aménagé, entretien, etc. Par contre, les espaces de proximité des aînés manquent souvent d'ambiance, ce qui ne va pas inciter les déplacements à pied ou impose l'utilisation de la voiture. Beaucoup d'aînés vont marcher parce qu'ils n'ont plus d'auto et donc il faut finalement qu'ils réalisent des déplacements utilitaires. Mais dans des environnements qui manquent d'ambiance, les aînés ne vont pas être forcément portés à faire des déplacements à pied pour le plaisir. Nous avons réalisé des analyses de marchabilité dans une multitude de secteurs qui nous permettent d'établir qu'il est difficile d'avoir des rues qui sont à la fois sécuritaires pour la marche et attrayantes pour la marche. En milieu de faible densité, les rues qui offrent le plus grand nombre de destinations, donc les boulevards commerciaux, etc., constituent des destinations en automobile et les rendent extrêmement difficiles à pied. Il existe une relation paradoxale chez les aînés avec l'automobile. D'un côté, elle est indispensable pour rejoindre les destinations, notamment en dehors des régions métropolitaines, mais en même temps, ils considèrent qu'elle prend trop de place dans l'espace urbain et qu'elle nuit les déplacements à pied. Les aînés ont souvent l'impression que les villes aménagent plus la
que les municipalités aménagent plus les villes pour accommoder l'automobile, sans égard aux impacts de ces espaces pour les piétons. La marchabilité est aussi dépendante du niveau d'attractivité des rues. Et une des choses qu'on a pu constater, c'est que la faible densité, même si elle pose problème en raison de la diminution de l'accessibilité, elle peut constituer aussi un atout parce qu'elle permet de créer des environnements extrêmement attrayants pour la marche, même si la marche ne se fait pas forcément dans des conditions sécuritaires. Les analyses que nous avons faites nous ont permis d'identifier des parcours où des simples actions d'aménagement vont faire la différence. Vous avez ici un exemple de proposition d'aménagement fait à Saint-Eustache où finalement l'objectif était, c'est l'aménagement du segment de rue que vous avez ici sur la carte en haut à gauche. L'objectif c'était de permettre aux aînés qui habitaient dans la partie sud de Saint-Eustache de rejoindre de manière principale la rue, c'est de manière sécuritaire, la rue principale qui venait d'être aménagée. Alors, comme vous pouvez le voir dans la diapositive, ça ne prend pas des aménagements très importants pour transformer complètement la rue. La simple installation de passages piétons, d'arrêts obligatoires, la diminution de la vitesse de circulation de 50 à 30 km/h permet de créer un espace qui finalement devient extrêmement sécuritaire. Toujours dans la ville de Saint-Eustache, il était possible d'envisager l'aménagement d'un axe de mobilité active le long du boulevard Pie-XII au nord de la ville, afin de permettre aux aînés qui habitent dans ce secteur de rejoindre de manière sécuritaire l'espace commercial sur le boulevard Arthur Sauvé. Donc toujours avec des actions très très ponctuelles, en réaménageant, en transformant le terre-plein central en espace de circulation avec des espaces de traverse sécuritaires, avec l'aménagement d'espaces de repos, etc. Donc, nous avons fait des discussions avec les personnes âgées qui nous ont permis de mettre de l'avant que les personnes en résidence qui habitent en résidence font mention de l'importance d'avoir un plan B en cas de perte d'autonomie. Par contre, les personnes qui résident dans la communauté n'ont pas forcément de plan particulier de comment envisager cette perte d'autonomie. On pousse la vie dans sa maison et son quartier le plus longtemps possible et on ne réfléchit pas forcément à qu'est-ce qui va arriver advenant qu'il y ait une perte des capacités qui nous permettent une certaine autonomie. Donc, les critères de choix résidentiel des personnes sont contrastés selon que l'on soit en région métropolitaine ou en région plus rurale. En zone métropolitaine, on peut trouver des formules résidentielles dans les territoires de son chez-soi. Donc, l'offre de formules d'habitation, de services est très variée. On trouve toutes sortes de prix, toutes sortes de tailles, mais même si toutes les gammes de prix ne sont pas accessibles et les gens sont très conscients. Souvent, les gens vont vouloir déménager en résidence, mais c'est juste qu'ils n'ont pas le moyen et par conséquent, ils vont rester dans leur logement, même si celui-ci ne convient pas. En dehors région métropolitaine, la situation est encore plus complexe parce que la gamme et le nombre d'unités disponibles sont limités, même si au cœur du village, les secteurs mixtes comportent une offre relativement bonne de résidences pour aînés avec service, notamment des résidences de plus petite taille qui s'insèrent mieux dans le cadre bâti existant, comme ce que vous avez dans la photo, c'est une résidence dans la ville de Joliette. Un déménagement va impliquer souvent le départ vers la ville moyenne d'importance. Donc, les personnes âgées qui habitent dans les petites villes ou dans les zones plus rurales vont déménager vers la ville moyenne d'importance, par exemple à Joliette, à Louisville, ou encore dans l'agglomération régionale de plus grande importance, donc Shawinigan, Trois-Rivières. Partir va signifier la perte d'une bonne partie du quotidien et du sentiment d'être chez soi, et les gens n'envisagent pas cette alternative de manière très positive. Les compromis, par contre, sont plus nombreux et plus acceptables lorsque les gens habitent à l'extérieur des régions métropolitaines. En dehors de la région métropolitaine, même dans les cœurs de village, on observe une dévitalisation dans les services de proximité, notamment au niveau de l'alimentation, des vêtements et des services de santé, ce qui va avoir comme incidence que les aînés qui habitent dans les villes moyennes, en dehors de région métropolitaine, vont devoir souvent avoir une mobilité
qui est très étroitement lié avec la ville principale. Donc, c'était l'exemple, par exemple, entre la relation entre Shawinigan et Trois-Rivières ou entre Shawinigan et Québec, Montréal. Les gens considèrent qu'ils n'ont pas forcément beaucoup de choix. Par contre, le pouvoir d'achat dans ces territoires qui sont un peu plus dévitalisés avec les revenus de retraite constitue un atout parce que, évidemment, ça coûte moins cher et donc, finalement, les aînés perçoivent ça comme un élément positif. Quelques pistes de recommandations. Qui doit agir là-dedans? Au Québec, on s'est beaucoup ancré avec la politique vieillir chez soi dans sa communauté, mais nous avons identifié qu'il y a plusieurs acteurs qui peuvent agir. Le premier acteur concerné, ou les premiers acteurs concernés, c'est les municipalités. Les municipalités qui, à mon sens, devraient mieux encadrer la localisation et l'implantation de ces nouvelles résidences pour aînés sur leur territoire. Les encadrer quant à non seulement la taille de la résidence, mais surtout la localisation de la résidence. La localisation de la résidence, parce que c'est cette localisation va avoir une incidence sur dans quelle mesure les personnes qui habitent là vont continuer à participer dans la communauté. Il nous faut aussi des lignes directrices pour de nouveaux programmes d'appui développés par le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation aux municipalités qui s'engagent dans la démarche mandat ou dans les municipalités qui s'engagent dans toute démarche visant à favoriser ce vieillissement sur place. On avait le programme d'infrastructure Québec municipalité, mais il nous faudrait aussi d'autres types de programmes comme ça qui permettent d'agir dans l'espace. Il y a un enjeu d'échelle important qui s'observe dans les villes moyennes, notamment le long des voies régionales qui sont sous la responsabilité du ministère des Transports, de la mobilité durable et de l'électrification des transports. Donc, c'est toute la question de la gestion des corridors autoroutiers, toute la question de la gestion des entrées de ville. Ces axes-là fonctionnent souvent à deux échelles, à l'échelle régionale, mais aussi à l'échelle locale, parce que c'est là que se concentrent les activités, c'est là que se concentrent les services. Et si on veut que les personnes âgées accèdent à ces services de manière plus active, il va falloir mettre en place des directives pour éviter les conflits d'échelle. Finalement, le dernier élément que nous avons pu identifier, c'était que plus que parler de municipalité amie des aînés, on se demandait est-ce que ça fait vraiment du sens? C'est-à-dire, est-ce qu'on peut dire, disons qu'une municipalité peut être intéressée par par les enjeux qui touchent le vieillissement sur son territoire, mais parler de municipalité amie des aînés dans le sens qui est souvent utilisé que tout le territoire est favorable au vieillissement sur place, pour nous, c'est un peu un non-sens. C'est ce qu'on ne devrait pas plutôt parler de zone favorable au vieillissement sur place. Et c'est là qu'on entre toute la question de l'aménagement par la création de la mise en place d'actions ponctuelles afin de créer ces zones favorables au vieillissement sur place. Donc, je vais vous donner juste rapidement quelques exemples de cas. Donc, vous avez ici deux exemples qui ont été réfléchis pour la ville de Gatineau. Dans la première image, l'image d'en haut, l'enjeu, c'est que il faut souvent traverser un stationnement d'un centre commercial pour permettre aux personnes qui habitent à peu près à la hauteur de ce bâtiment-ci, de rejoindre le boulevard Grévert, qui est une voie principale, qui est la voie où se trouve le transport collectif. Alors l'enjeu, c'est finalement comment faire le lien, comment pouvoir traverser pour rejoindre l'arrêt de transport en commun. Donc souvent l'aménagement d'espaces de circulation sécuritaires pour éviter que les gens aient à traverser par le stationnement. C'est une action qui est facile à mettre en place. Même chose du côté droit, vous avez en haut à droite une vue d'un espace de stationnement que les personnes qui descendent de l'autobus ici en bas doivent traverser tout l'espace de stationnement pour rejoindre l'accès à la grande surface, alors que, pourquoi? Parce que l'espace de stationnement, c'est juste un espace vide, non aménagé, alors qu'en aménageant des couloirs sécuritaires, ça va permettre d'éviter ce genre d'action. C'est qui les acteurs impliqués dans ça? Évidemment, c'est la municipalité, mais c'est aussi les propriétaires privés. Les propriétaires privés qui jouissent
d'un, mon Dieu, qui ne sont pas obligés forcément de faire ces actions-là, mais c'est toute une négociation entre les municipalités, les responsables de l'aménagement et les propriétaires privés. Il faut aussi aménager l'espace pour favoriser la sociabilité en créant des occasions de sociabilité. Donc, vous avez ici des exemples qui étaient à Joliette et à Repentigny. Donc, on s'était inspiré un peu de l'espace que vous avez à gauche du côté de Joliette. C'est un petit espace avec des bancs qui est aménagé en face d'une des résidences pour personnes âgées. Donc, ce genre d'espaces qui sont simples à aménager vont permettre de créer ces lieux de rencontre. De l'autre côté, du côté de Repentigny, nous avions proposé de profiter de ce genre d'espace perdu finalement, de ces interstices entre l'espace résidentiel et les espaces commerciaux pour aménager des zones de rencontre. C'est des espaces où les gens passent de manière quotidienne pour rejoindre un autre espace commercial. Donc, c'est l'occasion d'aménager ce genre d'espace. Il faut aussi faciliter les déplacements à pied dans les territoires de villes moyennes. La densité est très, très faible et les distances peuvent être longues. Mais l'enjeu de ce que les personnes âgées nous disaient, ce n'était pas de marcher longtemps, c'est de marcher longtemps sans s'arrêter qui pose problème. Donc, si le problème, c'est de ne pas avoir des espaces pour s'arrêter, ben alors il suffit finalement de créer des arrêts tout le long de certains parcours pour inciter les personnes à s'arrêter. Même chose, la question des intersections. Comme je vous avais dit tantôt, il y a une relation paradoxale avec les personnes et l'auto. Elle est nécessaire, mais en même temps, elle prend trop de place. Donc, souvent, des aménagements qui vont mettre de l'avant moins de place donnée à l'auto au profit d'une meilleure sécurité. Les exemples que vous avez ici, c'est des exemples proposés pour Shawinigan Centre. Donc, quelques pistes de recherche. Donc, en conclusion, c'est en grande partie par l'accès à la voiture et l'appui du réseau familial que les aînés qui vivent en ville moyenne réussissent à maîtriser leur espace d'action et réussissent à vieillir au sein de leur communauté. Les difficultés vont être du fait que qu'est-ce qui arrive quand on n'a plus de permis de conduire dans ces environnements? Est-ce qu'on va pouvoir vieillir sans permis? Est-ce qu'on va pouvoir vieillir si on n'a pas d'enfants? Les personnes âgées avec qui on a parlé, elles s'appuient beaucoup sur leurs enfants pour certaines activités quotidiennes quand ils n'ont pas accès à une voiture. Mais qu'est-ce qui se passe quand on sait que le taux de dénatalité est quand même assez important et les gens de plus en plus vont vieillir seuls? Ou alors, qu'est-ce qui va arriver lorsqu'on vieillit, lorsqu'on est immigrant? Qu'on n'a pas forcément un réseau familial aussi développé. Un autre enjeu, c'est comment s'assurer que les aînés vont pouvoir maintenir la maîtrise de leur environnement malgré l'évolution normale de la ville. Les villes ne sont pas statiques, elles évoluent, mais les aînés, ils ne vont pas forcément bouger lorsqu'ils sont, par exemple, en tour d'habitation. Lorsque les personnes âgées déménagent dans une résidence pour aînés, généralement, c'est pour du plus long terme, même s'il y a une possibilité de migration. Mais les villes évoluent avec le temps, elles passent par des processus de revitalisation, parfois de gentrification. L'immigration est quand même assez marquée au Québec et donc l'arrivée d'une nouvelle population fait en sorte que les aînés peuvent avoir l'impression de perdre la maîtrise de leur environnement. Et donc, l'enjeu, ça va être finalement de comment permettre de maintenir cette maîtrise. Déménager en résidence constitue pour les aînés une stratégie pour mieux maîtriser leur environnement. Le défi, c'est de ne pas faire en sorte que les aînés qui déménagent en résidence changent vers un mode de vie qui est plutôt enfermé sur l'intérieur. Donc, il faut évidemment avoir plusieurs options de résidence dans des milieux distincts. Et on ne peut pas avoir un seul modèle de résidence. Si les grandes résidences de plus de 200 unités conviennent à des environnements comme Montréal, ça va être beaucoup moins le cas si je me trouve dans une ville comme Joliette ou si je me trouve dans une ville comme Louisville. Il faut donc
assurer un meilleur arrimage de ces résidences à leur environnement, et pas seulement au niveau de la morphologie de la résidence, mais aussi au niveau des activités qui sont offertes. La résidence, elle ne peut pas être fermée sur elle-même, il faut qu'elle soit plus ouverte sur la ville. Évidemment, nous, on avait fini ce projet avant la COVID, mais la situation actuelle de la COVID nous donne l'occasion de nous poser la question sur quels seront les impacts de la COVID sur les aspirations et les choix résidentiels des aînés. Est-ce que cette situation va faire en sorte que les personnes vont être moins tentées de partir en résidence et plus portées à rester dans leur communauté le plus longtemps possible. Nous avons plusieurs projets en cours qui se sont inscrits en continuité de cette action concertée. Mais je vais laisser peut-être mon collègue Sébastien faire un petit topo là-dessus, sur le projet actuel. Oui, merci Paula d'avoir tout fait le travail de la présentation, d'avoir présenté les résultats. Oui, cette action concertée-là nous a amené à plusieurs pistes de recherche, comme l'évoquait Paula. Il y en a une qui nous apparaît très, très intéressante, c'est celle de l'immigration. L'immigration change beaucoup de quartiers, pas juste au centre à Montréal, mais dans plusieurs banlieues, dans plusieurs types d'environnements, comme on a vu. Et puis, là, on a une action concertée qui a été acceptée, qui a été financée. Et c'est justement ça qu'on va explorer du point de vue de certains groupes d'immigrants qui sont arrivés ici il y a plusieurs décennies et qui ont vieilli. Je pense aux Italiens, par exemple, aux Grecs, ou des communautés qui sont très, 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 très bien établies, qui ont fait souvent le choix de rester dans leur milieu, comme les Québécois, en fait. Et puis, là, on voit des milieux qui se transforment beaucoup. Donc, il y a la perspective de l'immigration, de l'immigrant qui vieillit et qui s'est établi ici. Et il y a la perspective des quartiers qui se transforment et qui peuvent changer quand même pas mal l'expérience du chez-soi, d'un chez-soi qui se transforme ou d'un chez-soi où on ne se reconnaît plus. C'est ces questions-là qu'on veut explorer, tout particulièrement aussi la perspective des politiques urbaines comme MADA, comme on a exploré dans cette action concertée-là. Mais aussi l'arrimage de toutes sortes d'autres politiques qui peuvent être parfois très, très bonnes, mais parfois aussi qui peuvent mener à des problèmes, que ce soit d'accessibilité ou des problèmes un peu plus, surtout s'il est question d'immigration, à des risques d'exclusion ou de marginalisation. Donc ça, c'est une piste qu'on a développé qui est en continuité, en fait, avec les travaux qu'on a fait dans cette action concertée-là. Et puis, il y a d'autres travaux qu'on mène aussi via l'Observatoire Ivanhoe-Cambridge sur l'évolution, justement, avec la pandémie, comment ces projets résidentiels-là peuvent être amenés à évoluer dans les prochaines années avec le confinement qu'on a pu connaître et qui continue, en fait, qu'on aimerait bien qu'il arrête, mais qui continue de plus belle. Donc voilà, c'est deux pistes, en fait, qui sont issues de ces travaux-là. Alors, merci beaucoup. Merci pour cette présentation. On va aller, on a quelques questions qui s'affichent et je vais inviter Nathalie Roy à vous les soumettre. Vous m'entendez bien? Oui. Non? Oui. Oui, parfait. Bon. Merci beaucoup pour votre présentation. Oui, en effet, il y a Mme Céleste Cordonnier qui vous demande est-ce que vous avez pu définir une distance moyenne pour les déplacements actifs des aînés? Oh,
Non, ça serait mentir de dire qu'on a établi une distance moyenne comme de manière systématique. Mais les personnes peuvent, surtout en ville moyenne, je pense par exemple aux personnes qu'on avait interviewées à Louisville, il devait y avoir plus de 500 mètres entre la résidence et l'espace commercial où ils se rendaient. Donc, ce n'est pas... Parce que souvent, dans la littérature, on entend, oui, mais il faut que ça soit moins de 400 mètres, distance maximale de marche, mais en fait, ce n'est vraiment pas ça. Peut-être que dans un milieu dense, c'est la distance moyenne. Donc, à titre de comparaison, à Montréal, quand on parle de 500 mètres, c'est en gros 2 îlots de long. Mais en fait, en ville moyenne, 500 mètres, c'est pas grand-chose. Mais ce qui manque aux personnes âgées, c'est la manière c'est avoir des points d'arrêt, en fait. C'est ça qui manque dans l'espace. Et c'est un peu ironique parce que s'il y a une chose qu'on trouve dans les villes moyennes, c'est de l'espace pour faire ça. Si j'étais dans un quartier central, c'est difficile d'aménager des haltes, mais en ville moyenne, de l'espace, il y en a beaucoup. Donc, c'est une bonne nouvelle parce qu'il y a quelque chose à faire. Mais c'est ça. Non, il n'y a pas de distance moyenne, mais je dirais que, sans me tromper, je dirais que les personnes peuvent marcher entre 500 et 750 mètres pour rejoindre une destination facile. Merci beaucoup. J'aurais le goût de vous demander, votre projet de recherche met en lumière, dans le fond, le fait que les solutions ne sont pas si complexes aux problèmes que vous soulevez, complexes à implanter. Il y a des solutions assez faciles quand vous parlez des points d'arrêt, par exemple. Qu'est-ce qui, selon vous, fait en sorte qu'on ne les voit pas plus mises en application, ces solutions simples-là? Sébastien, tu voulais ajouter quelque chose tantôt? Tu veux y aller là ou... Je peux avancer un élément de réponse. Je pense qu'un des éléments qui peut rendre ces solutions-là ou ces petits aménagements-là plus difficiles à appréhender ou plus ou moins visibles, c'est que ces solutions-là vont se trouver chez plein d'acteurs, en fait. C'est facile d'intervenir pour une municipalité sur l'espace public, sur des terrains ou sur des voies qui appartiennent à la municipalité. Mais ce qui est difficile, c'est d'impliquer des propriétaires privés, par exemple, des commerçants, des propriétaires de résidences pour personnes âgées. Alors, quand vient le temps de réseauter tout ça ou de lisser l'accessibilité, que ce soit des stationnements comme on a vu ou des espaces à aménager, on rentre dans une négociation. Probablement qu'avec une résidence pour personnes âgées, ça va être plus naturel, ça va être plus facile à négocier. Mais si on arrive avec des commerçants ou des... donc, il y a probablement là un aspect... une raison pourquoi c'est peut-être moins évident. Puis ça devient d'autant plus important que, comme Paula disait, parfois, ce n'est pas tant les distances ou ce n'est pas tant les destinations qui manquent, mais c'est l'accessibilité entre c'est les liens, en fait, qu'on peut créer. D'où l'importance de bien réfléchir en termes de parcours ou en termes de points d'accès, parce qu'avec les villes, tout est allé. Des villes moyennes où des fois il faut faire de très, très longues distances ou même en milieu métropolitain, on ne pourra pas faire des aménagements comme on a vu partout, à tous les coins de rue, sur toutes les rues. Donc, de réfléchir à des parcours, de réfléchir à des points d'accès stratégiques dans la ville où là, on peut investir, où là, on peut peut-être prendre plus de temps de négocier avec des commerçants ou des propriétaires privés. Là, ça peut être intéressant. Mais il faut réfléchir, comme je dis, en termes de parcours ou de zones qui seraient plus favorables. Je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose. En fait, je voudrais ajouter qu'il y a comme 2 types d'actions en fait, à faire. Pour favoriser le vieillissement sur place ou le vieillissement de la communauté, il y a 2 types d'actions. Il y a les premières actions, que c'est les petites actions qu'on vous a montrées, c'est des actions
on va dire, un peu plus simples à faire. C'est des actions du court terme, c'est des actions ponctuelles, c'est les actions qu'on fait déjà. Je veux dire que quand on parlait tantôt du programme d'infrastructure Québec Municipalité, ça sert à ça, à donner plus de temps pour pouvoir traverser, aménager les trottoirs, etc. Mais ça, c'est des actions très ponctuelles. Mais il y a des actions à plus long terme qu'il faut réfléchir. Quand on dit qu'il faut mieux contrôler où il faut mieux réfléchir à quels sont les endroits où les résidences pour personnes âgées vont s'installer, ça, on parle de tout un changement de manière de voir l'urbanisme. Ce n'est plus, oui, j'autorise la construction dans un terrain avec un coefficient d'occupation du sol de X et une emprise au sol de 0,7 et une densité qui va me permettre d'avoir, je ne sais pas moi, 10 étages. C'est de dire, ah non, 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 c'est cette caractéristique morphologique, mais aussi où en matière de localisation. C'est un peu comme installer une école. Ce n'est pas que les personnes âgées sont des enfants, mais c'est un peu le type de réflexion qu'il faut avoir. Donc, quel type d'environnement je veux installer? Est-ce que je veux installer une résidence pour personnes âgées à côté d'un échangeur routier, ou je veux installer la résidence pour personnes âgées à côté d'un centre commercial? Et si je l'installe à côté d'un centre commercial, est-ce que je peux traverser le boulevard? Parce que ça se peut que je sois en face, mais au fait, j'ai un boulevard avec beaucoup de circulation à traverser, je n'ai pas solutionné le problème. Je pense par exemple à une résidence à la Chine qui se trouve localisée comme ça. Elle est proche, géographiquement parlant, mais le boulevard que les gens doivent traverser pour rejoindre l'espace commercial est quand même assez important. Et ça, hein, c'est plus long terme. Parce que là, c'est réfléchir à la manière dont on aménage la ville, réfléchir à la réglementation. Ça, ce n'est pas une petite action. C'est beaucoup plus compliqué. Donc, des actions à plusieurs niveaux, finalement, avec un degré d'intégration variable dépendant de la nature de l'action. Absolument. Merci. Ça répond peut-être à une portion de la question de Geneviève qui disait, si je comprends bien, les propriétaires des grands centres commerciaux n'ont pas de règles à suivre concernant la mise en place d'espaces sécuritaires pour les marcheurs. Alors, on comprend bien de votre présentation que c'est selon leur gré ou selon leur ouverture à en faire, mais qu'il n'y a pas d'obligation comme telle. Ben, le mot que je cherchais tantôt, c'était droits acquis. OK. C'était ça. C'est ça le terme. Au fait, l'exemple que je donnais, c'était un centre commercial à Gatineau. Le centre commercial est déjà là. Il a été autorisé avec les règles qui étaient en vigueur quand il a été fait. Mais ce n'est pas parce qu'on ne réfléchissait pas à ce genre de choses il y a 30 ans qu'on ne peut plus réfléchir aujourd'hui. Et donc, c'est la négociation dont parle Sébastien. OK, qu'est-ce que je te donne? Qu'est-ce que tu me donnes? Et c'est tout un... Maintenant, effectivement, la municipalité peut décider que dorénavant, pour les futurs espaces commerciaux, il va falloir telle chose. Un peu comme à un moment donné, on a décidé qu'il fallait une marge végétale de 5 mètres le long des espaces de stationnement et la marge végétale s'est transformée en un espace de gazon. Ça aurait pu être plus. Peut-être que la municipalité avait en tête des arbres, je ne sais pas, mais c'est un espace gazonné de 5 mètres. Ça ne fait pas trop. Merci. J'ai aussi une question de Louis Savard, puis je suis certaine que certains autres participants partagent la même. Il est entendu que quand on touche à l'appellation municipalité amie des aînés, qu'on la remet un peu en question, ça suscite des réactions et pas que les gens sont contre, mais de mieux comprendre pourquoi vous dites que la création de zones favorables aux aînés est incompatible avec une démarche municipalité amie des aînés. Bon, je vais faire une partie, puis je pense que je vais laisser aussi Sébastien. Je n'ai pas dit que la création de zones favorables aux aînés était incompatible avec la démarche. Ce que je veux dire, c'est que parler de municipalité amie des aînés, ce n'est pas vrai que toute la municipalité est amie des aînés, comme ce n'est pas vrai qu'une municipalité va dire « Non, moi, je ne suis pas une municipalité amie des aînés ». Ça, c'est comme dire « Non, moi, je ne fais pas du développement durable ». C'est la seule moyen de faire. Mais c'est juste que c'est la question de territoire. Est-ce que c'est vrai que toute la municipalité peut être favorable au vieillissement? Non, absolument pas. Les territoires sont tellement énormes et il y a des secteurs où on ne voudrait pas qu'il y ait des personnes âgées. C'était dans ce sens-là. C'est juste que peut-être qu'au lieu de viser toute la municipalité, est-ce qu'on peut viser des espaces plus restreints? Pas restreints à un coin de rue, mais des secteurs, peut-être comment on appelle ça, des quartiers d'habitation, pour prendre
Sébastien, oui. Sébastien, tu voulais ajouter? Ben oui, en fait, c'est que de dire que tout le territoire d'une municipalité n'est pas forcément ami des aînés, c'est pas que, comment dire, c'est pas que certains territoires, on ne voudrait pas qu'il y ait d'aînés à certains endroits, c'est pas ça qu'on veut dire. Dans le fond, ce qu'on veut dire, c'est que si on est amené à réfléchir à des aménagements ou à des résidences pour personnes qui auraient des limitations dans leur autonomie, par exemple, qui voudraient accéder facilement à des services. On ne peut pas amener des services partout, dans tous les coins de la ville. On ne peut pas aménager de façon souvent très, très coûteuse tous les territoires ou toutes les portions de la ville. On le fait pour les écoles, on le fait pour des équipements précis qu'on ne peut pas étaler partout. On pourrait très bien avoir la même réflexion sur des territoires où c'est plus facile, où c'est fonctionnellement plus mix, où il y a plus de densité. Il y a des territoires où c'est peut-être plus facile de dire qu'ils sont amis des aînés. Puis dans les travaux qu'on a fait, dans la première étape, où on cherchait les concentrations de personnes âgées, ben, les territoires qui sont favorables au vieillissement, ils ressortent aussi naturellement, en fait. Il y a des quartiers qui sont plus favorables aux personnes âgées, puis on se retrouve avec beaucoup de personnes qui vont louer des appartements ou qui vont déménager dans ces portions-là de la ville. Puis c'est très, très clair, en fait, qu'est-ce qui est favorable. Naturellement, entre guillemets, là, je peux penser à des secteurs de quartiers urbains, comme à Québec, par exemple, le quartier Saint-Sacrement, par exemple, on retrouve beaucoup de personnes âgées. Le Rosemont, la Petite Patrie, c'est des secteurs qui sont effectivement favorables. Si on veut en créer des nouveaux, on pourrait réfléchir à certaines portions de la ville, mais pas nécessairement prétendre que tout le territoire de toutes les villes serait amis des aînés. Je pourrais ajouter quelque chose là-dessus? Juste, cette idée de vieillir sur place, elle a été très critiquée dans les travaux de gérontologie géographique qui s'intéressent à cet arrimage entre la personne, ses capacités et le lieu où elle est. Il y en a plusieurs auteurs qui disent qu'il ne s'agit pas de vieillir sur place, mais de vieillir à la bonne place. Ouais. Parce qu'à un moment donné, les compétences individuelles, les capacités des personnes sont en contradiction, sont en incongruence avec l'environnement où la personne se trouve. Et donc, c'est pour ça qu'on parlait de maîtrise de l'environnement. Il faut que la personne soit capable de maîtriser son environnement, sinon c'est une situation de stress constante qu'elle vit finalement. Merci beaucoup. Dans le fond, c'est un appel à avoir une démarche beaucoup plus ciblée. Ce n'est pas tant l'incompatibilité de l'approche municipalité amis des aînés, mais un appel à avoir des zones amis des aînés à l'intérieur des municipalités amis des aînés, dans le fond, pour rapprocher les leviers sur lesquels on est capable d'agir. Oui, puis avoir une municipalité amie des aînés qui offre des services sur tout son territoire de transport, de loisirs, c'est tout à fait bien, en fait. Puis c'est à l'avantage même. Puis il y a plusieurs municipalités qui vont devoir le faire. Mais nous, on parle de la dimension habitation, de la dimension service urbain. Ça, c'est plus facile, c'est plus difficile d'être ami des aînés quand on ne peut pas mettre tous les équipements à tous les coins de rue, en fait. C'est ça qu'on veut dire. Tout à fait, merci. Geneviève demande, avez-vous des coups de cœur d'aménagement de villes qui ont des pratiques exemplaires, qui vont dans le sens des résultats que vous avez trouvés finalement? Avez-vous des exemples à citer de bonnes pratiques? Mais vous en avez nommé quelques-unes dans votre présentation. Ouais.
pas de ville exemplaire je lis le chat là de ce qui était marqué, qui planifie tout de manière extrêmement intégrée. Non, mais c'était pas ça l'objectif non plus, donc ça veut pas dire qu'il y en a pas. Mais je pense que moi j'avais eu des coups de cœur pour certaines choses. J'avais eu un coup de cœur pour Saint-Eustache, par exemple, où la personne, on avait fait des rencontres avec les gens de la ville, bon, pas seulement à Saint-Eustache, mais notamment à Saint-Eustache, où l'intégration entre ce que la ville veut et les représentants de la personne qui était en charge de la démarche MADA à Saint-Eustache travaille vraiment de façon très interreliée. Ils travaillent avec les promoteurs des résidences pour mieux parler où est-ce qu'ils vont localiser les résidences. Donc, juste avoir, plus que de faire quelque chose, c'est d'avoir cet espace pour discuter. Je pense que c'est quand même assez intéressant. À Gatineau aussi, non? Sébastien, ils avaient quand même un travail, une concertation, des occasions de concertation quand même assez développées. Je pense que c'est plus ça. C'est vraiment la question d'avoir cette place de concertation. Et c'est drôle, hein, mais peut-être que c'est une déformation professionnelle. Moi, ou peut-être que je parle pour Sébastien aussi, dans ma tête, la municipalité a mis des aînés, c'est une question d'urbanisme. Et j'étais toujours très surprise de constater que c'était le dossier des loisirs. C'était dans le département des loisirs, la municipalité a mis des aînés, mais c'est pas une question de loisirs, c'est une question d'aménagement urbain. C'est vraiment... Mais c'est peut-être un indicateur de la manière dont on est en train de regarder le problème, de créer des services pour les aînés, alors que c'est aménager un territoire pour vieillir dans le sens large du terme, de vieillir comme processus, pas seulement pour les personnes âgées, mais comme l'idée de pouvoir vieillir depuis qu'on est enfant jusqu'à ce qu'on est une personne âgée dans le même territoire. Merci. Là, je vois, Madame vise les améliorations dans les environnements bâtis, mais aussi dans les environnements sociaux. Donc, ça va peut-être un peu dans le sens de ce que vous venez de dire aussi. Je vois que M. Lessard tente de nous poser une question. Le chemin est parfois semé d'embûches sur le plan de la technologie. Peut-être en attendant que la question de Jean-Philippe se rende à moi, Geneviève posait en amorce, puis vous avez terminé votre présentation là-dessus et ça nous intrigue tous, évidemment. C'est presque tous les débuts et les fins de présentation et la COVID là-dedans. Mais c'est quoi votre intuition de chercheur à partir de ce que vous connaissez maintenant de la situation? Comment ce qu'on a vécu, ce qu'on est en train de vivre encore avec la COVID, puis la gestion de la pandémie, ça va influencer les aspirations sur le plan des logements des personnes âgées. Sébastien, je pense que tu es mieux placé. Oui. Pour faire écho à la question qu'on vient aussi d'avoir précédemment, des villes qui peuvent être très, très appréciées par les personnes âgées ou qui peuvent représenter des modèles, c'est des villes où les gens vont avoir du choix, en fait. Quand va venir le temps de déménager, on le sait, si on s'intéresse à toute la signification que peut avoir le chez-soi, l'option de rester dans son quartier si on ne peut plus rester dans son logement ou dans sa maison, logement qui a des marches peut-être pour y accéder ou une maison qui est trop grande, de pouvoir rester dans le quartier, c'est une façon de rester chez soi. Donc des endroits où on avait beaucoup de choix, généralement les gens appréciaient beaucoup puis avaient l'impression de faire les bons choix parce que c'est eux qui les faisaient en fait. Et ce n'était pas un choix par défaut qui nous amenait dans une autre ville ou dans un autre environnement. Puis ça, des municipalités qui sont capables d'offrir ou en tout cas de permettre le développement d'une offre immobilière qui est variée, qui offre des produits variés. Puis là, je parle de produits, mais je parle d'options aussi communautaires ou de logement social. Généralement, c'est des milieux qui étaient très, très appréciés. COVID, dans tout ça,
on ne peut que parler d'hypothèses parce qu'on peut parler d'avant la COVID. Là, on parle de pendant, mais l'après-COVID, ça va être quoi? Ça sera probablement même pas comme avant. Il va y avoir quelque chose d'autre, je pense bien. Là, on prépare des enquêtes pour savoir un peu ce qui va se passer, mais on peut observer quand même des tendances. Là, c'est que probablement avec toute l'image, les CHSLD ont été très, très touchés, là, très, très négativement par la première vague. Probablement qu'on pourrait faire, en tout cas, on peut en faire l'hypothèse que tout ce qui est résidence pour personnes âgées, dans l'image, en fait, de l'habitation pour les personnes âgées, va probablement être affecté un peu par cette image de crise ou en tout cas, qu'est-ce qui a pu se passer. Donc, on peut faire l'hypothèse qu'il y a des gens qui avaient probablement pour projet de déménager dans une résidence pour personnes âgées qui vont peut-être y réfléchir à 2 fois, vont peut-être vouloir rester plus longtemps sur place. Alors là, ils peuvent être dans un logement ou ils peuvent être dans une maison. Et là, ben, ça va exacerber un peu ce qu'on avait à l'origine de notre action concertée qu'on vous a présentée, les enjeux du vieillissement chez soi, en banlieue, en milieu rural, etc. Bon, on va se retrouver peut-être à exacerber cette tendance-là, puis les problèmes aussi qui vont avec, puis peut-être des gens qui vont vouloir étirer au maximum, en fait, le temps passé dans leur maison ou dans leur appartement pour ne pas aller dans une résidence avec une mauvaise image ou avec une mauvaise étiquette. Donc, il y a cette perspective-là. Mais quand on regarde, en fait, là, c'est beaucoup des journalistes qui ont exploré ces questions-là. On les voit beaucoup dans les médias. En même temps, les résidences continuent d'être pleines, puis continuent aussi il y a peut-être des gens qui partent, mais il y a des gens qui attendent pour entrer. Donc là, je pense qu'on a besoin de données probantes pour pouvoir dire un peu qu'est-ce qui va se passer. Mais moi, je suis convaincu que ça va changer beaucoup Il y a des gens qui ont changé beaucoup de projets, là, fort probablement. Mais là, encore faut-il pouvoir changer de projet. Encore faut-il pouvoir rester chez soi en sécurité. Puis si on change de projet, ben, il faut des options. Donc, je reviens un peu à l'offre de logement variée. C'est difficile d'avoir des projets s'il n'y a pas d'options disponibles. Donc, s'il y a juste une résidence ou chez soi, puis il n'y a rien entre les deux. Donc voilà, mais la résidence risque de changer probablement dans les projets. Là, je vois les questions dans le chat, mais je vous laisse le Merci. On va prendre effectivement 2 dernières questions. Je vais vous inviter à y répondre de façon prompte. Donc, la question de Jean-Philippe Lessard, d'ailleurs, merci à Mme Veil pour sa question. J'avais oublié de la nommer avant de retransmettre sa question, sa réaction. Monsieur Lessard nous dit, que pensez-vous du projet Vivre en ville s'adressant au MADA pour favoriser les aménagements favorables au vieillissement actif? Mme Negron est sur ce comité d'ailleurs et plus tard, il nous dit que le nom du projet est des milieux de vie pour toute la vie. Oui, c'est le projet c'est un petit rapport qu'avait fait Vivre en ville et puis effectivement, bon, moi j'avais été invitée parce on venait de finir l'action concertée. Il y avait aussi la table de concertation des aînés. Il y avait Société Logique aussi dans le comité. Je pense que c'est une bonne idée de réfléchir à des options, de réfléchir à des solutions. La seule chose sur laquelle moi je suis toujours très craintive, c'est les comparaisons. Le Québec, c'est très grand. Et ce n'est pas vrai que les alternatives qu'on met en place dans un quartier, tout à l'heure, Sébastien parlait de Rosemont, par exemple, qui est quand même assez attrayant pour les années. Ce n'est pas vrai qu'un espace comme ça va être... les solutions qu'on peut mettre dans un espace comme ça peut être des options qui vont être valables pour un territoire comme Louisville ou comme Sainte-Agathe-des-Monts. L'espace au Québec ne manque pas et donc cette réalité de la faible densité existe. Je pense que
il est possible de créer des espaces favorables au vieillissement actif et seulement si on réfléchit au vieillissement actif pas comme un vieillissement où on fait tout à pied, mais où on ne fait pas les choses en voiture forcément. Donc, ça veut dire qu'il y a une réflexion à poser sur le transport collectif, mais pas dans sa forme actuelle, mais dans une forme hybride à envisager. D'ailleurs, Sébastien, tu as une étudiante, Nala, qui fait son doctorat sur la place de l'autopartage comme là-dedans, c'est-à-dire est-ce que ça pourrait être une option. Donc, le vieillissement actif ne veut pas dire un vieillissement où on fait vivre dans un environnement où on fait tout à pied. Il va falloir réfléchir avec le transport en commun parce que les espaces qu'on a ne sont sur aucune commune mesure par rapport à d'autres espaces en Europe, par exemple, où la densité. Donc, ça serait mon petit mais dans ce rapport-là. Mais à la base, je pense que c'est une idée de réfléchir à des options, à des alternatives, à des solutions. Merci. Et rapidement également, question de Nancy Lévesque. Vous avez parlé de RPA ouverte sur la communauté. Est-ce que vous avez des exemples concrets pour illustrer comment une RPA peut être ouverte sur la communauté? Rapidement. Moi, j'en ai, Sébastien, si toi, tu veux, tu en as un en tête? Vas-y. Ben, en fait, j'en ai deux qui sont... malheureusement, elles sont au milieu métropolitain. Donc, par exemple, les deux sont à Montréal. C'est des résidences du groupe Maurice. Les deux récentes. Une à le Savignon, à la Chine, c'est pas la résidence qui est ouverte, mais c'est comme quand on a fait la résidence, on a profité pour construire un immeuble commercial qui a une double entrée comme ouverte vers la résidence et ouverte sur la rue Victoria. Ou alors les formules d'habitation de résidence où le rez-de-chaussée est commercial. Et donc, les personnes âgées peuvent passer par l'intérieur à l'épicerie, mais l'épicerie aussi est ouverte sur la rue. Donc, ce genre de formule ouverte, ça peut être une occasion intéressante. Et à ce sujet, je dirais que tous ces espaces, tous ces anciens centres commerciaux qu'on a un peu partout, et là, les villes moyennes en ont beaucoup, ces vieux centres commerciaux, pas sous la forme de grandes surfaces, mais vraiment l'ancien centre commercial, qui souvent ont de la peine à tirer leur épingle du jeu. Peut-être que ça serait l'occasion de réfléchir à des changements de zonage dans ces espaces-là, des changements des règles urbaines pour transformer ces espaces en autre chose, en mélange, pas forcément du commercial pur, mais du commercial avec du résidentiel, augmenter la densité, diminuer le nombre de cases de stationnement qui sont demandées, augmenter le coefficient d'emprise au sol qui est exigé, etc. Et c'est créer finalement des occasions. Mais tout ça, c'est ce qu'on parlait tantôt, c'est un peu plus long terme, plus compliqué, parce que ça veut dire le changement de la réglementation en place. Merci. Je pourrais peut-être juste ajouter un petit complément là-dessus. Donc, il y a les rez-de-chaussée, il y a les services qui peuvent être ouverts sur le quartier de résidence pour personnes âgées classique, mais il y a aussi plein de tours d'habitation, plein de logements locatifs qui sont de la résidence pour personnes âgées, qui ne portent pas l'étiquette de la résidence pour personnes âgées, mais qui sont déjà présents avec un dépanneur, avec une épicerie, avec un coiffeur au rez-de-chaussée ou accessible, ou même il y a une piscine ou d'autres sortes d'équipements. C'est déjà des résidences pour personnes âgées si on regarde qui habite. Là, je pense évidemment au centre-ville de Montréal, mais on peut sortir en banlieue. On se retrouve à avoir des formules comme ça qui sont ouvertes sur le quartier, qui sont dans les faits aussi des résidences pour personnes âgées. Si je peux ajouter quelque chose, je ne pense pas que les personnes âgées veulent, leur premier choix, c'est de déménager dans une résidence pour personnes âgées. Mais la résidence pour personnes âgées leur offre quelque chose qu'elles sont en train de chercher et qu'elles ne trouvent pas ailleurs. Voilà. Elles cherchent de la sécurité, elles cherchent des services à proximité, puis évidemment un logement accessible financièrement, des activités sociales. Si elles trouvent ça dans leur quartier où elles sont, elles vont rester là. Elles ne tiennent pas plus que ça à être en résidence pour personnes âgées. C'est juste que c'est cette formule qui leur offre
cette alternative, ce qu'elles cherchent en fait. D'où l'intérêt, comme je disais, pour les municipalités d'avoir un stock de logement ou une offre de logement qui est variée. Merci beaucoup pour vos réponses, là, au risque de me faire, que Geneviève et Audrey ne m'invitent plus jamais pour gérer la période de questions. Je me permets, pour redonner un peu l'énergie que vous nous avez donnée, il y a 2 dernières remarques. Celle de Mme Cordonnier qui fait valoir que ça bénéficie aussi aux familles, aux jeunes familles et aux familles avec des jeunes enfants, oui, les aménagements qu'on fait pour rendre plus sécuritaire et agréable, ça bénéficie à tout le monde dans la ville. Donc, c'est un plaidoyer un peu pour les mesures universelles ou le bénéfice universel qui peut découler des mesures que vous nous donnez. Et Louis, c'est une question, mais c'est un commentaire en même temps. Tous les étudiants que vous formez à titre d'urbaniste, ils ont quand même le défi, quand ils arrivent devant leurs employeurs, de faire valoir toute cette nouvelle façon-là d'envisager l'urbanisme qui tient compte des dimensions sociales de façon très ancrée. Alors, Geneviève, avant que tu fermes ma caméra et mon micro, je te repasse la parole. Merci beaucoup à tout le monde pour vos questions. Merci Nathalie. Puis je vais inviter M. Savard à ouvrir son micro et sa caméra. Merci encore une fois, Mme Negron, M. Laure. Plusieurs questions ici. Vraiment, c'était fort intéressant. Et cet enregistrement va pouvoir, en relayant ces questions et cette discussion, ces échanges, susciter davantage de réflexion de toutes les personnes qui peuvent être impliquées dans ce grand projet de ces enjeux finalement. Alors, M. Savard est conseiller donc au secrétariat des aînés et j'invite M. Savard donc à nous présenter le mot de la fin. Merci beaucoup. Merci, Mme Godbout. Alors, bonjour à tous et toutes. Au nom de tous les partenaires de cette action concertée-là, il y en avait plusieurs partenaires quand même, des ministères et organismes. Merci beaucoup, Mme Negron, pour votre belle présentation. Et merci aussi à M. Laure, ainsi qu'à tous les membres de votre équipe de recherche pour cette très intéressante recherche. Pour les partenaires de l'action concertée, ces activités de transfert-là, transfert de connaissances, c'est des moments privilégiés pour connecter avec le monde de la recherche universitaire. Puis, ça me fait plaisir de vous voir, de vous entendre et de connecter un petit peu avec vous. Et sans doute qu'on va avoir d'autres occasions de discuter, là, les gens du secrétariat aux aînés avec vous. Alors, vous savez qu'on souhaite naturellement utiliser les recherches qui sont financées afin de proposer à nos décideurs des nouvelles mesures dans nos politiques, dans nos stratégies, nos plans d'action, nos programmes de financement, nos démarches MADA. Et soyez assurés là, que le fruit de vos recherches ils servent là, à améliorer nos connaissances sur tous les enjeux là, sur les enjeux spécifiques aujourd'hui, là, mais les autres chercheurs qui nous font des activités de transfert comme la vôtre, là, tous les enjeux du vieillissement, là, ça nous sert beaucoup, pas juste pour améliorer nos connaissances, mais aussi pour des retombées concrètes sur le terrain, parce qu'on peut peut-être influencer un peu nos décideurs. Alors, maintenant, je vous rappelle qu'on a une nouvelle action concertée de recherche sur le vieillissement qui est commencée au mois de novembre. Alors, c'est tout récent, puis on est bien content. Il y a 9 projets de recherche qui ont débuté et ça va être une très belle cohorte de calibre. Puis, tous les sujets nous intéressent, évidemment, mais la thématique cette année, ça portait sur les personnes aînées vivant des dynamiques de marginalisation et d'exclusion sociale. Donc, on a bien hâte d'avoir le fruit des recherches. D'ailleurs, M. Laure, vous êtes un des titulaires d'octroi. Comme j'ai constaté, alors je vous en félicite. Et j'invite aussi la communauté scientifique à regarder les prochains appels de proposition de notre nouveau programme de recherche-action au secrétariat aux aînés, au M3S, qui porte sur le vieillissement actif de la population du Québec. Il y a eu une première cohorte de projets qui ont débuté là, cette année, juste avant que la pandémie survienne, en février dernier. Et il y a 4 projets de recherche-action qui ont débuté. Donc, et il y a une seconde cohorte
de recherche-action qui vont être connues au mois de mars prochain. Et il va y avoir un troisième appel de proposition ce printemps, toujours sur les recherches-actions, mais avec on change parfois les thématiques et les besoins de recherche, là, comme la deuxième cohorte, c'était plus avec un angle en vieillissement actif en mode en contexte de pandémie ou en contexte de confinement. Donc, j'espère peut-être que la troisième cohorte va être en contexte de déconfinement. Et en tout cas, on n'a aucun doute là, que les chercheurs pourront nous proposer des recherches inspirantes qui vont nous permettre de mieux comprendre certains enjeux sociaux là, vécus par nos aînés. Alors, en terminant, je tiens à remercier toute l'équipe du Fonds de recherche pour votre support, le support que vous apportez à tous nos partenaires et tous les ministères et organismes dans la planification, l'organisation et le transfert des connaissances de nos projets de recherche. Alors, bonne fin de journée. Merci beaucoup. Alors, concernant justement ces projets du 4e concours dont on a fait l'annonce en novembre dernier, on ajoutera dans un bref message le lien menant au communiqué et par la suite donc au résumé de ces projets-là qui se trouve dans le site web du FRQSC. Et par ailleurs, vous recevrez donc, ma collègue Audrey Asselin enverra un court sondage aux participants très bref, ça prend quelques minutes pour recueillir donc vos commentaires sur la présentation d'aujourd'hui. Alors, encore une fois, Mme Negron, M. Laure, merci infiniment. Merci, M. Savard. Merci à Nathalie pour cette période de questions. Merci Audrey Asselin également pour l'opération Zoom et toute cette organisation-là. Alors, je vous dis à la prochaine rencontre de transfert. Merci infiniment.